Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes concernant la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte et une initiative, que ce soit sur le plan local ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. En pleine forme, ma chère Alix. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission, direction cette fois-ci la Dordogne et plus précisément Périgueux, à quelques kilomètres de Bordeaux. Vous connaissez très certainement, un peu plus de 30 000 habitants. On s'intéresse aujourd'hui au projet éducatif de cette ville. Amis des enfants, ce sera dans un instant. Les collectivités territoriales bientôt au régime sec, telle est la question. Après l'annonce de l'accroissement du déficit public, les collectivités refusent d'être mises à contribution. On en parlera avec la maire de Périgueux et vice-présidente de l'association des maires de France. Et puis, comme à chaque mag, il y a une loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle d'une association junior à Périgueux. Ils sont très engagés. Les Jagas. Jagas. Oh, ça y est, je me fais reprendre tout de suite. Les Jagas. On en parle dans un instant. À tout de suite. Et on dit la Bails. La Baïs. La Bails. Oh là là. Oh là 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 là. 0 sur 2, quoi. On dit jamais 203. Delphine La Bails, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous, maire de Périgueux, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, première vice-présidente du Grand Périgueux et vice-présidente de l'Association des maires de France. On s'était croisé d'ailleurs, Mme La Bails, au dernier congrès à Porte de Versailles. Vous reveniez à l'époque de Finlande. Cette fois-ci, vous revenez d'où? Eh bien, je viens du bureau de la ministre de l'Éducation nationale. Et ça s'est bien passé? Très bien, merci. Ça va passer, justement. Vous étiez dans cette très belle ville de Périgueux. Je disais un petit peu plus de 30 000 habitants. Je n'ai pas trouvé le dernier recensement. Il date de 2015. On est quasi à 30 000, oui. Bon, j'avais dit 29 000 Et quelques. Je me suis dit, on passe la barre des 30 000. Combien d'écoles? 15 écoles publiques et 5 écoles privées. C'est une interro surprise, vous l'aurez compris. Vous avez le label Ville Amie des enfants. Comment ça se traduit au quotidien dans votre très belle ville? Comment ça se traduit? Par une priorité politique. Une véritable priorité politique pour l'enfance et la jeunesse. Et on a le parallèle puisqu'on est aussi ville amie des aînés. Et c'était important pour moi puisque ce sont deux publics sensibles sur les territoires et qui, on va dire, étaient un peu laissés à l'abandon depuis les 30 dernières années. Et on arrive à créer du lien justement entre ces différentes générations. Est-ce que c'est une des priorités de votre territoire? C'est aussi un enjeu en effet de créer du lien et de faire de Périgueux une vie qui soit accueillante pour les enfants et non pas, comme j'entends parfois ou que je lis parfois, des espaces sans enfants. Donc nous revendiquons... On l'entend encore, ça? On l'entend de plus en plus, oui, avec des espaces dédiés pour les adultes sans les enfants. Eh bien, nous voulons faire les adultes avec les enfants. Pourquoi peut-on parler d'approche transversale concernant justement l'éducation de vos enfants? Pourquoi? Parce que c'est essentiel. C'est essentiel, on n'est pas éducateur tout seul, notamment une collectivité comme la nôtre. On est forcément aux côtés des parents, de la famille, de l'éducation nationale, du monde associatif, des juniors associations. Enfin voilà, c'est les agaces, j'ai compris. C'est vraiment une communauté éducative qui contribue à l'éducation des enfants, chacun dans son champ, chacun dans son registre, chacun avec ses outils, mais c'est tous ensemble qu'on y contribue. Et ça commence dès la crèche, avec une priorité, la crèche pour tous? Ça commence dès la crèche. Alors nous, à Périgueux, les crèches sont gérées par notre intercommunalité, le Grand Périgueux. Mais c'est une volonté commune, on travaille avec eux pour travailler à l'émancipation des enfants et l'accompagnement de leur famille dès le plus jeune âge. Je sais qu'on en avait parlé effectivement il y a quelques mois que vous étiez allé en Finlande. Il y a toute cette culture des pays nordiques avec le phénomène de faire classe dehors. C'est la même chose pour les crèches. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable dès la petite enfance sur le territoire de Périgueux? Alors, non seulement c'est envisageable, mais en plus c'est souhaitable pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une sensibilisation, une mise en contact direct avec l'environnement et la nature. Et donc, en ce sens, eh bien, ça crée des liens forts qui fait qu'on ne reviendra pas plus tard, enfin, je l'espère du moins, questionner le réchauffement climatique, mettre en doute plutôt les questions de réchauffement climatique. Donc, c'est vraiment de faire de l'homme, de la femme, de l'enfant, qu'il soit fille ou garçon, un élément de l'écosystème. Deuxièmement, c'est aussi une attention donc, pour tous les adultes qui accompagnent l'enfant sur la qualité de l'environnement qu'on propose, et notamment pour le parent, parce qu'on veut toujours le meilleur pour ses enfants. Donc, c'est une manière de les interroger, de les questionner sur ce rapport à l'environnement. Et puis, enfin, troisième élément, c'est un territoire éducatif incomparable, avec des richesses multiples. D'ailleurs, les équipes qui souvent n'ont pas beaucoup de moyens se tournent vers l'environnement. Moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt une richesse. Il faut se tourner vers son environnement parce que tout y est. Et c'est donc un élément privilégié de l'éducation des enfants. Comment ça se passe
vis-à-vis du recrutement et de la formation des personnels, à commencer par la petite enfance. Est-ce que c'est... On fait beaucoup d'émissions, effectivement, chaque semaine sur Scoop TV. On sent que ça reste quand même assez compliqué. Est-ce que vous, sur votre territoire, vous arrivez à trouver de la main-d'œuvre? Alors, c'est de moins en moins compliqué, mais ça le reste quand même. On a eu cet après-Covid où il était extrêmement compliqué de recruter dans tous les champs de l'enfance, que ce soit la petite enfance, mais aussi pour les temps péri-extrascolaires. Et comment on a réussi... finalement, à surmonter cette difficulté, nous, à Périgueux, on a recruté des apprentis. On a la chance d'avoir un BUT carrière sociale, option animation socioculturelle sur notre territoire qui vient d'ouvrir. Et donc, on a pris 5 apprentis cette année. Dans 2 ans, on en reprendra 5 de plus. Et ça nous fait vraiment une palette de professionnels, de jeunes professionnels, alors qui arrivent avec beaucoup d'énergie, qui sont dans une démarche de formation avec l'université. Et donc, on peut questionner les pratiques professionnelles et avoir ce regard de l'université sur la politique globale que l'on conduit. Et puis aussi, plus on recrute de manière compétente et qualifiée, plus on rémunère. Et ça, quand même, c'est un vrai élément de motivation dans le cadre des recrutements. Donc oui, une difficulté que nous avons rencontrée, je dirais en 2021-2022, c'est en passe d'être derrière nous. En tout cas, au lieu de les attirer de la droite ou de la gauche, il vaut mieux les former soi-même. C'est le message peut-être. Je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir accompagner les jeunes de notre territoire. Ce sont des métiers qui sont difficiles. Donc, plus on les accompagne tôt, plus ils sont formés et plus ils sont en force de proposition. Puis ensuite, deuxième élément, ce qui est peut-être plus facile pour une collectivité qu'une association... bien que ça reste un choix politique ou de l'entreprise, c'est d'accompagner les reconversions professionnelles. Voilà, ça c'est important. Vous avez dit l'éducation, c'est notre plan Marshall. Qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement? Il comprend quoi C'est notre priorité absolue. Donc on va mobiliser tous les moyens de la collectivité dans tous les champs. Donc sur le plan des investissements, puisqu'on sur le budget 2024, on consacre plus de 3 millions d'euros sur l'école à proprement parler, sur le bâti scolaire, mais on consacre aussi 16 millions d'euros sur le bâti sportif et 3 millions d'euros sur la culture, c'est-à-dire c'est vraiment tous ces éléments qui contribuent à l'éducation des enfants. C'est aussi cette priorité en termes de recrutement des personnels qualifiés ou qu'on accompagne par des plans de formation le recrutement d'apprentis. Et enfin, c'est sur le budget de fonctionnement qui, cette année, augmente de 15 000 euros en faveur des activités périscolaires. Donc, c'est vraiment les 3 éléments qui conduisent à avoir une politique qui soit ambitieuse. Qui dit plan Marshall dit enveloppe, dit budget conséquent. On a vu effectivement les chiffres du déficit qui sont tombés. Et là, ce n'est pas à la maire de Périgueux que je m'adresse, mais plutôt à la vice-présidente de l'Association des maires de France. On a vu certains de vos collègues, et peut-être vous aussi, qui étaient vent debout. Est-ce que vous, concrètement, les collectivités ne doivent pas être la variable d'ajustement? Clairement, enfin, nous, évidemment, c'est ce qu'on revendique. 10 milliards d'économies. 10 milliards annoncés et peut-être 10 à venir. Donc, on a 2 questions. La première question, c'est quels vont être les champs de compétences préservés? Et nous espérons qu'il y en aura, qu'il y aura des véritables priorités qui se dégagent. Et évidemment, je suis coprésidente de la commission éducation de l'AMF. Donc j'espère que c'est le budget des écoles qui sera sanctuarisé, notamment sur les investissements avec le fonds vert, puisque pour la première fois en 2023, nous avions obtenu une enveloppe dédiée pour la rénovation des écoles sur le plan écologique. Donc nous espérons que cette enveloppe sera sanctuarisée. Et puis globalement, nous, les collectivités locales, nous avons des budgets qui doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. On n'a pas le droit au déficit. Vous, oui, contrairement on n'a pas le droit au déficit. Et donc on pense que l'État doit trouver de nouvelles recettes ailleurs que sur nos budgets pour combler son déficit. Concrètement, si l'État a fait une mauvaise gestion, il doit régler le problème et trouver une autre solution que de passer par les collectivités locales. Vous avez répété plusieurs fois le mot sanctuariser. C'est loin d'être gagné? Sanctuariser ses budgets pour ses priorités que sont l'école? C'était l'un des enjeux du rendez-vous avec la ministre ce matin, puisqu'elle co-préside ce fonds avec le ministre de la Transition écologique. C'est que, puisque le président de la République l'a affirmé, que le Premier ministre l'a réaffirmé, et bien, puisque l'un et l'autre sont d'accord sur cet élément de priorité, il faut sanctuariser les moyens consacrés à l'école, donc que ce soit en termes de recrutement sur les personnels, de formation des personnels, mais aussi sur les budgets qui sont consacrés aux collectivités, notamment sur le bâti scolaire. Est-ce que vous avez d'autres garanties
Pour l'instant, nous n'avons aucune garantie, mais nous avons eu l'écoute très positive et dynamique de la ministre, et elle doit s'entretenir avec le ministre de la Transition écologique sur ce point. Les paroles, c'est bien. On attend maintenant les actes, si j'ai bien compris. Qu'en est-il concernant de la rénovation du bâti, la rénovation et même la reconstruction, parfois, j'imagine. Qu'en est-il concernant la ville de Périgueux ? Alors, nous, la ville de Périgueux, c'est 2 écoles sur ce budget 2024 qui sont en rénovation. Il y a 2 autres écoles qui doivent intervenir, on va dire, en fin de mandat, donc sur les budgets 2025-2026. La difficulté majeure, en fait, il y en a 2. La première, c'est le doublement du coût de la rénovation, puisque entre l'inflation, avec l'inflation, les coûts budgets ont été multipliés par 2. Je pense par exemple à une école qui s'appelle l'école André Boissière à Périgueux, qui est une école à 6 classes, pour lequel le budget estimé en 2020 était d'1,5 million et le coût facture en 2024 est de 3 millions. Wow. Donc ça, c'est une dépense extrêmement importante qu'il nous faut assumer. Et puis, au moment où on a élaboré notre projet, bien, on n'avait pas le fonds vert. Donc, on n'a pas pu le mobiliser sur ce projet-là. Ouais. Évidemment que l'école qui vient juste derrière, qui est l'école du Toulon, c'est une école maternelle et une école élémentaire distincte. C'est donc pas une école primaire, mais bien 2 écoles. Okay. J'ai sollicité du fonds vert et j'espère que nous bénéficierons de ce financement pour nous accompagner. Donc ça, c'est la première difficulté, c'est le doublement des budgets. Le deuxième, c'est les marchés infructueux. Puisqu'on a eu, alors ça c'est un petit peu moins vrai, mais consécutivement à la crise Covid, on a eu des matériaux qui étaient plus produits sur le territoire, qui viennent de l'autre bout du monde. On les voulait tous en même temps, et donc on a eu des marchés infructueux. Et quand il vous manque un petit lot, vous pouvez démarrer votre projet, mais quand il vous manque la toiture métallique, vous ne démarrez pas le projet. Donc voilà les difficultés auxquelles on a à faire face. Elles sont concomitantes, c'est donc une double difficulté. Quand on doit faire des arbitrages aujourd'hui en pleine crise énergétique et en pleine période d'inflation, on peut les faire sur quoi du coup ? Sur quoi on peut rogner ? C'est compliqué, j'imagine. J'aimerais pas être à votre place, mais j'imagine qu'à un moment, il faut faire des choix. Alors, la première, c'est ce qu'on a initié, nous, dès le budget 2022, c'est les économies d'énergie. Pourquoi ? C'est vertueux sur le plan écologique, puisque du coup, ça nous permet d'accélérer cette transition écologique. D'ailleurs, nous, chez nous, on disait plus déjà transition, on disait action écologique, et désormais le gouvernement indique planification, mais très bien, c'est finalement, on est dans le concret, on est dans le dur, donc ça c'était un élément positif, et après du coup quand vous faites des économies d'énergie, vous faites des économies budgétaire. Et ça, c'est le deuxième effet qui se coule, si je puis me permettre. Donc, c'est vraiment la logique que l'on a portée directement avec nos équipes, mais aussi avec, puisque nous parlons aujourd'hui de l'école, avec les enseignants. Donc, c'est le maintien de la température à 19 degrés. On ne démarre, on allume le chauffage dans les écoles qu'après les vacances de la Toussaint, sauf dans les écoles maternelles et dans les crèches, qu'on est plus attentifs. Pour le tout petit, donc, dès que c'est nécessaire, notamment dans les dortoirs, bien, on allume le chauffage. Et puis, voilà, on regarde sur tous les postes de dépenses. Ça, c'est le premier élément. Et tous les éléments du budget doivent être à €, utile pour nos habitantes et nos habitants. Voilà comment on procède. Depuis la rentrée 2023, la mairie a repris la gestion directe de la cuisine centrale pour les cantines. Vous opérez un virage 100% bio et local. C'est compliqué à mettre en œuvre ? Eh bien, beaucoup moins que ce que j'imaginais. Alors, nous, on est dans une triple logique. D'abord, nous avions une délégation de service public et on a repris ce service en régie, donc intégrer les agents à la collectivité. Premier élément. Deuxième élément, l'approvisionnement en bio et ou local. Donc là, on a la chance d'avoir un département, le département de la Dordogne et la région Nouvelle-Aquitaine qui sont proactifs sur ces questions. Et donc finalement, on n'a pas eu du tout de difficulté pour avoir les lots sur nos marchés. Et enfin, troisième élément, on a mis en place une tarification sociale. C'est-à-dire qu'on voulait qu'aucun enfant ne soit exclu de services de restauration collective. Donc, on a mis en place cette nouvelle tarification. C'est-à-dire que chaque famille contribue en fonction de ses moyens. Et donc, si vous avez 0 revenu, vous avez 0 contribution. Puis, si vous avez beaucoup de revenus, vous avez une contribution. Et un tel dispositif, c'est viable financièrement ? Oui, et c'est un dispositif qui est équilibré sur le plan budgétaire. Donc, c'est extrêmement vertueux. C'est l'heure de la loupe, et la loupe, c'est avec Alix.
C'est le moment. Oui. Alix, focus sur une association de jeunes périgourdins, les Jagas. Oui, les Jagas, pour jeunes adolescents du Gour de l'Arche Solidaire, implantée dans le quartier éponyme de Périgueux. Cette junior association s'est formée en 2014. Chaque année, une vingtaine de jeunes s'engagent à contribuer à la vie communautaire de leur quartier à travers diverses actions citoyennes et solidaires. Leur objectif principal est de renforcer le lien entre les habitants en encourageant l'entraide notamment. Les initiatives comprennent notamment des campagnes de sensibilisation au tri sélectif, le nettoyage de la rivière locale, mais aussi la mise en place de petites infrastructures écologiques comme un récupérateur d'eau pluviale ou la fabrication de jardinières. Et puis la dimension culturelle occupe une place importante, comme en témoigne l'initiative Histoire de s'amuser, organisée au Musée d'art et d'archéologie de Périgueux. C'était en mai 2022. C'est de vrais dents? On peut en faire un puzzle? Non, il manque des morceaux. C'est un squelette de Néandertal, il date de 90 000 ans. Mais il est hyper vieux, il y a des trucs écrits dessus. C'est qui l'a trouvé? C'est Roger Constant. Comment tu sais tout ça? Regarde, c'est écrit là. Regarde! Défense de mammouth. Sablière des Morilloux, Tréguessac. C'est pas là où il y a le supermarché? Ah bah si. Imagine ça comme crâne. Regarde, c'est un ours qui a écrit. Ah ouais, c'est... Et le samedi 18 mai prochain, avec toujours le musée d'art et d'archéologie, les Jagas vont participer à la Nuit européenne des musées avec l'animation d'ateliers. Ils sont très investis, ces jeunes Jagasiens. Ils sont très investis et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a des générations de jeunes qui se succèdent au sein de cette junior association. Il y a une forme de tuilage qui s'opère chaque année pour faire entrer de plus jeunes dans l'association. Ils sont particulièrement dynamiques dans leur quartier, vous l'avez dit, avec toutes les actions qu'ils conduisent, mais aussi au sein de la collectivité. Et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle qu'ils fassent visiter ce musée qui a besoin d'être encore plus connu des Périgourdins, mais de toutes les Françaises et les Français. De toute la France, effectivement. Est-ce qu'il y a un conseil municipal des jeunes? Il n'y a pas de conseil municipal des jeunes pour l'instant. Il y a en revanche une maison de la jeunesse que nous avons ouverte à l'automne. Vous trouvez que c'est un outil intéressant, Mme Labelle? C'est un outil intéressant, mais on aimerait le travailler sur une tranche d'âge bien spécifique qui sont les collégiens. Parce que nous avons... Plutôt un conseil des ados, quoi? Voilà, exactement, pour cette tranche un peu particulière où les outils de mobilisation sont peut-être un peu moins déployés. Donc pour l'enfance, on a le projet éducatif global où ils sont très associés à tous les projets qui sont conduits par les accueils de loisirs, etc. Les lycéens qui sont beaucoup plus autonomes et qui sont accompagnés par des politiques de la région Nouvelle-Aquitaine. Et au milieu, avec le conseil départemental, on aimerait créer ce conseil de jeunes. Lors de votre dernier voyage en Finlande, vous m'avez confié que vous avez été marqué par leur système, notamment concernant les questions d'autonomie. Autonomie des élèves, justement, comment on peut accompagner les jeunes périgourdins, pourquoi pas, dans leur quête d'autonomie? Alors, c'est justement le bon dispositif, le bon projet pour le bon âge. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de travailler dans le cadre de notre projet enfance-jeunesse actuellement. Sur l'enfant, c'est plutôt bien couvert. On a 40 ans, 50 ans de politique publique, on sait faire. Sur le lycéen, le jeune adulte, on a des outils, notamment nous en Nouvelle-Aquitaine, on en a. Et par contre, sur les collégiens, on est un peu en panne. Notamment pour les 6e, 5e qui ne veulent plus aller à l'accueil de loisirs. Ils ne veulent pas être avec les petits. Ils ne sont pas encore tout à fait autonomes pour être avec les plus grands sur un local jeune en autonomie. Et c'est là où vraiment le conseil de jeunes a toute sa place et toute sa pertinence. Ils vont être accompagnés par les animateurs du service enfant-jeunesse pour élaborer des projets. Ils vont pouvoir siéger de manière collégiale pour voter et choisir les projets qu'ils veulent conduire. On va leur tenir la main vers l'autonomie. D'ailleurs, dans le quartier de Gour de l'Arche, qu'on évoque dans la chronique, vous planchez sur la création d'un pôle éducatif. De quoi s'agit-il exactement? Alors, c'est plus globalement à l'échelle de la ville. On a mis en œuvre donc cette maison de la jeunesse qui est dédiée à tous les jeunes du territoire et qui repose sur un projet éducatif de territoire. Voilà comment c'est l'ossature, les grands objectifs, les actions à conduire. Et puis ensuite, l'idée, c'est que ça puisse se décliner par arrondissement. À Périgueux, les habitants sont très attachés à leur quartier.
ils n'aiment pas forcément venir en centre-ville pour y trouver tous les services. Et donc, on déploie un réseau d'espaces de vie sociale, donc un par arrondissement. Donc, le premier est au Gour de l'Arche, le deuxième est à Clochassan, un troisième est à venir au Toulon dans le courant de l'année 2024-25 et on finira par le quartier Saint-Georges, notamment autour de l'ensemble des Monts-Doux. Donc, c'est vraiment des pôles éducatifs qu'on vient développer sur tout le territoire et qui s'adossent à ces espaces de vie sociaux. Alors, dans l'espace de vie sociale, vous avez un pôle éducatif, mais vous avez aussi une mairie de quartier, enfin, on va dire un pôle administratif de proximité, des actions pour les seniors. Et on revient du coup, c'est pour tout le monde. Question que vous le lien, voilà, effectivement. Sur la question intergénérationnelle. À qui s'adresse le programme de réussite éducative cette fois-ci? Alors, le programme de réussite éducative, c'est un programme qui est porté par l'État, qui est déployé sur un certain nombre de territoires. Qui marche? Qui est un peu en panne, j'ai envie de dire, qui aurait besoin d'être reboosté. Alors nous, à Périgueux, se déploie sur 2 quartiers, le quartier du Gour de l'Arche qu'on a évoqué et le quartier des Monts-Doux, qui était un quartier politique de la ville dit en veille, et qui est porté donc par ce réseau des espaces de vie sociale. D'accord. Donc les moyens, concrètement, ça ne suffit pas? Parce que c'est une enveloppe assez conséquente, si j'ai bien compris. C'est une enveloppe qui est conséquente sur le plan national, mais quand vous la divisez sur le plan local, voilà. Et c'est pas qu'une question d'enveloppe, c'est aussi une question de démarche projet sur lesquelles l'ensemble des acteurs du territoire pourraient être remobilisés parce que c'est des dispositifs qui existent depuis longtemps et qui se sont un peu essoufflés. Et l'individualisation de l'accompagnement, ça, vous y croyez? C'est le cas justement dans ces programmes de réussite éducative. Et c'est justement les éléments qui ont un peu disparu au fil des années. Et ça, à Périgueux comme partout ailleurs. Sur les actions collectives, on est plutôt performant. Sur l'accompagnement individualisé, c'est là où je trouve on est un peu en retrait. Et c'était vraiment l'élément différenciant par rapport à toutes les politiques publiques qui sont développées depuis les années 80 et qui permettaient de traiter la difficulté de l'enfant en particulier, notamment sur tout ce qui était la problématique de santé, cet accès aux dentistes, cet accès à l'ophtalmo, etc. et qui malheureusement s'est amplifié avec les difficultés sociales et économiques des familles. Alix. Que propose la ville sur le plan de l'éducation inclusive et plus globalement l'accompagnement des élèves en situation de handicap? Alors, déjà, on fait de la question de l'inclusion une question majeure dans la ville dans le cadre de l'aménagement. Sur la question de l'inclusion à l'école, nous avons un programme spécifique puisque nous avons recruté une coordinatrice dont le travail est de recevoir les familles, de recevoir les enfants et de bien identifier à partir du diagnostic médical les besoins de l'enfant. Et donc, elle va travailler ensuite à son inclusion sur tous les temps de l'enfant, donc en lien avec l'éducation nationale sur le temps scolaire et l'AESH qui lui est dédié lorsqu'il y en a un ou une, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais, et puis nous, on travaille à la continuité sur tous les autres temps, donc sur les temps périscolaires et extrascolaires. Dans le même temps, on forme nos personnels sur la question des handicaps, puisqu'il n'y a pas un seul handicap, pour pouvoir accompagner au mieux l'ensemble des enfants. Dans ce projet global pour le territoire de Périgueux, comment on met ou on remet les parents dans la boucle? Est-ce qu'ils sont présents? Ils sont présents. Ils sont fortement mobilisés. Il y a une vraie attention des familles à l'école. Dans le cas des élections des parents d'élèves dans les écoles, on n'est pas confronté à ce que certains territoires rencontrent de manque de candidats. Premier élément. Ils sont particulièrement investis et moi, je le vois. D'accord. Donc c'est le cas inverse. Ils sont peut-être trop là. Non. C'est jamais trop. Ce n'est jamais trop pour l'école. Donc ils sont vraiment présents. Ils sont présents sur tous les temps de vie à l'école pour accompagner les sorties scolaires dans les conseils d'école. Et nous sommes une ville qui porte beaucoup de projets de participation. Donc, quand on rénove une école, sur le projet éducatif global, la commission restauration, etc. Donc, on a toujours des parents d'élèves qui sont mobilisés. Et on les rencontre très, très régulièrement, notamment mon adjointe chargée de l'éducation. Madame la maire, les JO, c'est demain. Est-ce que ces Jeux Olympiques, Paris 2024, peuvent être un tremplin pour votre ville ou pas? Alors, pas forcément pour la ville, mais c'est un vrai tremplin pour les enfants de notre territoire et pour les jeunes de notre territoire. On aura la chance d'accueillir la flamme olympique le 22 mai. Donc la ville est en fête pour ce moment fort. On soutient aussi la semaine du sport, c'est d'ailleurs cette semaine, du sport à l'école. Et puis on aura aussi le 23 juin une journée dédiée à la journée olympique où on mêle à la fois culture et sport pour favoriser les pratiques sportives. Le
choix que moi j'ai fait, c'est de soutenir d'abord les disciplines sportives olympiques. Oui. Puisqu'on a une palette de disciplines sportives, elles ne sont pas toutes olympiques, mais en année de Jeux olympiques, on porte nos efforts principalement sur ces disciplines olympiques. Et pourquoi on consacre un budget très important cette année? Parce que c'est une manière de révéler des talents. C'est une manière aussi pour l'élève qui est peut-être moins à l'aise sur le plan scolaire, de développer des savoir-faire, des habiletés, de se construire un projet, peut-être de sportifs de haut niveau, et j'espère le plus grand nombre possible, mais aussi... Pas qu'en rugby. Pas seulement, mais aussi sur le cadre professionnel, en devenant éducateur sportif ou entraîneur de rugby. Pourquoi pas, entraîneur de rugby professionnel? Est-ce qu'on en demande trop au sport? Effectivement, on a l'impression que tout le poids éducatif repose sur le sport en ce moment. Le sport qui a des valeurs extraordinaires, j'entends. Alors non, je crois qu'en effet, cette année, et puis depuis 4 ans maintenant, il y a une focale qui est portée sur le sport, que peut-être, il faudrait interroger le mouvement sportif d'ailleurs, de savoir comment ils ressentent cette attente. Mais moi, les associations que je rencontre et les comités départementaux avec lesquels je travaille le vivent comme une véritable opportunité. D'accord. Donc, ils trouvent que cette mise en lumière, finalement, ça contribue à mettre à montrer les valeurs du sport. Et en quoi ça m'intéresse? Parce que le sport, comme la culture, c'est un outil d'émancipation de toutes les personnes. Les enfants, évidemment, les seniors aussi, et finalement toutes les habitantes et les habitants. Alors certains ont des appétences ou des habiletés pour le sport, d'autres pour la culture, mais finalement, quel que soit le support, l'enjeu c'est l'émancipation et devenir le citoyen que l'on a envie de devenir. Enfin, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on parlait effectivement pas de cette transition écologique, mais plutôt de cette planification écologique, de cette action écologique. Végétaliser votre espace public, c'est plus une option, c'est un devoir. C'est un devoir. C'est un devoir moral pour les habitants d'aujourd'hui et pour les habitants de demain. Donc on a une action résolue autour de la question écologie. Et j'ai envie de dire dans toutes les dimensions, évidemment les économies d'énergie, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi la renaturation de la ville et une attention particulière portée aux enfants avec la renaturation des cours d'école. Merci infiniment d'être venu nous voir, Delphine Labelle. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. J'espère que vous aurez d'autres garanties concernant en tout cas l'enveloppe, ô combien importante bien sûr pour toutes les collectivités territoriales. Et bien sûr, on salue bien bas tous les Périgourdins et toutes les Périgourdines. À très bientôt. Et merci d'être venu sur le plateau de School TV Le Mag. Alix, on se retrouve demain. À demain. Ciao, ciao.